descendre, ça descend doucement. Je viens juste de le faire. Allez-y, installez-vous, prenez place. On y va ? Je te redonne la parole ou je redonne la parole à quelqu'un d'autre? Tu me redonnes la parole. Je crois qu'on nous entend. C'est retransmis sur TF. Bonjour. Je vous laisse encore une petite minute pour vous installer, prendre place tranquillement et démarrer la journée. Il reste quelques sièges libres devant, si vous voulez. Quelques places à droite, à gauche. Allez-y, installez-vous.
Alors bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette 6e édition d'En compagnie des tiers-lieux, l'événement annuel organisé par la Compagnie des tiers-lieux que je représente en tant que membre du conseil d'administration. Je m'appelle Charlotte, mais en fait mon prénom il n'est pas très important à mes yeux aujourd'hui, parce que je n'ai pas fait grand-chose à part là vous faire une petite introduction. Donc je tenais vraiment à démarrer par des remerciements et surtout des félicitations. Pour moi, je ne sers à rien sur scène si je ne peux pas féliciter toute l'équipe pour l'organisation et la préparation et l'animation de ces 2 journées. Donc vous reconnaîtrez tous les membres de l'équipe avec un badge, avec un petit, comment on dit, cordon jaune et notre petit badge, la compagnie des tiers-lieux. Et donc j'ai envie de citer quelques prénoms qui sont plus importants que le mien. Donc je pense à Muriel, je pense à Étienne, je pense à Louis, je pense à Laurent. Je pense également... Merci. Je pense aussi à Seb, à Jen, à Benoît, à Mira, à Sève, à Alix. Il y en a tellement, il y a vraiment beaucoup de prénoms. Donc, allez aussi à leur rencontre pour savoir ce qu'ils font de si bien à la compagnie des tiers-lieux. Voilà. Et donc, on est ici au Bazar Cinsault. C'est d'ailleurs la 2e fois qu'on vient au Bazar Cinsault en compagnie des tiers-lieux. Donc, je vais laisser Benoît dire un petit mot. Bonjour à tous. Alors effectivement, je vais le faire un tout petit mot parce que sinon Muriel, sur l'autre timing, elle va me regarder avec des yeux. On va essayer de faire très vite. Il y a 2 jours extrêmement intenses et extrêmement denses en termes de contenu. Nous sommes au Bazar Cinsault. Nous sommes très fiers effectivement d'accueillir pour la 2e fois le temps annuel autour des tiers-lieux. Particulièrement cette édition-ci, non pas que la première fois était moins bien, mais c'est vrai que sur la notion de foncier, c'est un sujet sur lequel nous sommes ici au Bazar, j'ai l'habitude de dire quasiment une fois par semaine, sollicités, interrogés, demandés par toutes sortes d'acteurs et d'intervenants professionnels autour du montage et de comment on a pu construire et sortir ce projet-ci. Donc on trouvait que ça faisait extrêmement sens de pouvoir accueillir au moins sur cette thématique-là ce 2 jours de rencontres et de dialogue autour de ce sujet-là qui me semble est extrêmement important et essentiel pour l'indépendance de nos lieux. Voilà, ça c'est un petit point qui m'intéresse fortement. Voilà, je vous souhaite 2 jours extrêmement intenses et dans les temps. Et je te repasse la parole, Charlotte. Merci à tous et bonne journée. Merci Benoît. Merci Benoît. Alors je vous disais 6e édition, là on a parlé du thème foncier. Je tiens juste à faire un petit historique. Du coup, les éditions thématiques, elles ont commencé à la Condition publique en 2020, si je ne dis pas de bêtises, sur le thème de la culture. Ensuite, en 2021, nous étions ici pour Numérique et tiers-lieux. En 2022, l'année dernière, nous étions au Cube à Tourcoing sur se former, apprendre par le faire. Et donc cette année, foncier et immobilier. Alors quand on m'a demandé de faire l'introduction, j'étais un petit peu gênée. J'ai appelé les copains parce que c'est vraiment pas une thématique que je maîtrise et que je connais. Donc j'ai posé des questions, notamment à Louis et Laurent, sur comment je pourrais introduire ce moment. Et c'est assez symptomatique. Ce que j'ai dit, c'est ce que la plupart d'entre vous ont pu dire quand on vous a sollicité, quand on a parlé de la thématique de cette journée sur l'immobilier et le foncier. C'est ouais, ok, c'est une thématique intéressante, mais elle est compliquée, elle est pointue, et je me sens pas très à l'aise avec le sujet. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous poser une petite question, de démarrer cette introduction en vous faisant participer.
Dans vos projets, que ce soit aujourd'hui ou avant, est-ce que vous pouvez lever la main pour me dire si vous avez rencontré une problématique immobilière ou foncière? Je vois quelques mains qui se lèvent. Ok, il y en a quand même quelques-unes. À vue de nez, comme ça, je dirais 25-30% de la salle. Et ce qui est assez drôle, ce qu'on fait comme constat à la compagnie, c'est qu'en réalité, vous auriez pu tous et toutes lever la main. On se dit, en fait, à la compagnie qu'il y a un constat assez simple, c'est qu'on n'a pas de problématique immobilière ou foncière tant qu'on ne s'est pas réellement posé la question. N'est-ce pas, Laurent? Et donc, vous auriez pu tous lever la main sur le sujet. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette année, on a vraiment voulu lancer l'événement et pouvoir vous réunir pour se rencontrer, échanger, partager sur nos expériences et faire avancer nos problématiques communes autour du foncier et de l'immobilier. Donc, vous allez pouvoir découvrir de nombreux moments, que ce soit des tables rondes, des conférences, des visites demain matin. Donc, j'espère que vous allez tous et toutes pouvoir bien profiter de ces moments. Sachez aussi que demain, et j'ai envie de leur dire, je ne les vois pas dans la salle, mais j'ai envie de leur dire bienvenue à Lille. Merci de venir demain. C'est le séminaire national sur le foncier qui se réunit et donc ils sont soutenus par l'ANTL et donc l'Association nationale des tiers-lieux et le GIP France Tiers-lieux. Et je voulais en profiter aussi du coup pour remercier l'ensemble de nos financeurs qui nous permettent de travailler et d'organiser ce type d'événement. Donc j'ai envie de citer l'AMEL, évidemment. J'ai envie de citer la région par des financements européens. J'ai aussi l'AMAIF pour notre événement, l'ADEME, l'ANCT. Voilà. Et tant que je suis dans les remerciements, je voulais... Et la Caisse des dépôts, me souffle Sébastien. J'ai voulu tenter de faire sans fiche et voilà, merci. C'est ça le collaboratif, on le fait ensemble. Et tant que je suis dans les remerciements aussi, ces 2 journées, elles ne seraient pas possibles si on n'avait pas les 50 praticiens et praticiennes des tiers-lieux qui vont animer ces 2 journées et qui vont faire la richesse de cet événement. Donc merci également à elles et eux pour ces animations, ces temps forts. Alors, est-ce que j'ai oublié des petites choses que je voulais vous dire? Je ne crois pas. Voilà, je voulais faire sans fiche. Ah si, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Pendant ces 2 journées, on souhaite vraiment que vous puissiez aussi être acteurs et actrices au même titre que ces praticiens et praticiennes que j'ai remerciés et que l'équipe. Donc on a missionné une équipe de documentation qui va documenter cet événement. On a fait l'expérience l'année dernière au Cube. On a pu documenter l'ensemble des temps forts des 2 journées et on a pu en faire un livret, une trace. Et je trouve ça très important de pouvoir poursuivre cette bonne pratique. Du coup, vous allez trouver dans l'ensemble des salles des QR codes qui vous renvoient vers des espaces de documentation. Des personnes sont missionnées, mais n'hésitez pas, si vous prenez des notes, à compléter, à le faire ensemble pour qu'on ait une trace collective de ce moment. Et en parlant d'acteurs et actrices des événements, il y a un temps fort aussi qui va être animé par et pour vous. Et je vais laisser la parole à Guillaume qui va vous le présenter. Merci Charlotte. L'ordre du jour, c'est le foncier et l'immobilier. Alors, il se peut que là, vous êtes arrivés, vous avez regardé vos programmes et tout, et puis vous vous êtes dit, il y a un sujet là que moi je veux aborder et qui n'est pas là. Ou alors vous vous dites, le foncier et l'immobilier très bien, mais moi je veux parler d'autre chose, je veux parler de permaculture ou de couleur des portes, etc. Et donc on s'est dit, ok, on a fait l'ordre du jour, mais on va laisser une place pour que l'ordre du jour soit aussi construit par les participants. Et c'est ce qu'on appelle le forum ouvert. Et qui était là l'année dernière? Ok. Qui a participé au forum ouvert de l'année dernière? Ok. Donc vous venez, puis vous venez expliquer le forum ouvert. Si... Non, je rigole.
Bon, en gros, le forum ouvert, c'est très simple. Moi, j'ai voulu avoir la position la plus simple dans cet événement. Donc, en gros, je vous donne le cadre dans lequel vous pourrez poser votre ordre du jour. Donc, de cet après-midi à partir de 15h20, si je ne m'abuse. Et c'est ça, jusqu'à 17h. On pourra se rendre là-bas, où c'est marqué forum ouvert en gros, donc je serai là. Et vous pourrez poser votre sujet d'atelier. Il y a un truc dont vous voulez parler, vous le posez, vous irez dans une des salles, enfin dans un des coins là où vous pourrez en discuter. Et il viendra qui voudra discuter de vous, de ce sujet. Donc ça c'est le temps officiel du forum ouvert, mais en attendant peut-être que vous avez déjà des idées, vous voulez poser des trucs pour être sûr de pouvoir parler de votre idée. Donc sur les temps de pause, moi je serai là-bas au panneau du forum ouvert, vous venez me voir, je colle votre affiche et votre sujet il sera déjà posé. Donc c'est ça, donc l'après-midi c'est vous qui faites l'ordre du jour, donc n'hésitez pas à poser ce que vous voulez. Et moi j'avais pris des notes aussi, attends, je mets en route ma tablette. Eh ben non, j'ai pensé à tout. Merci. Je te redonne la parole, Charlotte, pour conclure. Merci, à tout à l'heure. Merci, Guillaume. Et tu me la repasses juste pour que je la passe à Mireilla. On va faire un petit temps d'interconnaissance avant que Louis prenne la parole pour la conférence. Merci, Charlotte. Moi aussi, je voulais avoir un rôle simple comme Guillaume ce matin. Donc, je ne voulais pas trop mouiller et... En fait, mon rôle, c'était de vous mettre en mouvement et de faire un petit moment d'interconnaissance, ce qui n'est pas facile quand on est sur une chaise et qu'on est aussi nombreux et nombreuses, d'ailleurs. Mais bon, on va tenter l'expérience. Et Charlotte vous a fait lever la main, donc vous êtes un peu chauffé. C'était un petit exercice pour se chauffer. Maintenant, je vais vous demander de vous lever. Chaque fois... Non, pas tous, pardon. Ah, merci, vous êtes bien. À chaque fois que j'énonce quelque chose et la réponse est oui, vous vous levez. Et comme ça, on pourra avoir une petite aussi cartographie de qui est là, qu'est-ce qu'on fait ici. Et moi, j'ai pas honte d'avoir mes fiches, je suis désolée. Donc, je suis un tiers-lieu. Levez-vous, qui est tiers-lieu? Ok, merci. Ah, mais si. Quand même. Attendez, parce qu'on vous connaît en plus. Si vous ne dénoncez pas, on va vous dénoncer. Ok, parfait. Merci beaucoup. Vous pouvez vous rasseoir. Je suis un porteur ou une porteuse de projet de tiers-lieu. Ok. Ah, ok, d'accord. Parfait, très bien. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Je suis une collectivité. Ok, pas très bien. Je suis un partenaire, quel qu'il soit, économique, financier. Je suis un partenaire des tiers-lieux. Très bien. Merci à nos partenaires. Je suis un curieux, curieuse. Je suis venue parce que j'ai vu de la lumière et c'était cool et les gens étaient sympas. Il y avait du café. Oui. Je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez être deux. Ok, et pour finir, quelques petits exercices un peu plus fun. J'ai fait plus d'1 heure de route pour venir ici. Wow, merci, bravo! Et donc, si j'ai fait plus d'1 heure de route, j'ai dû me lever tôt et j'ai eu du mal à me lever ce matin. Ah! Ok, très bien, parfait. Ouais, c'est ça, c'est les étudiants. Et dernière question, ensuite je vous laisse. J'ai pris les transports en commun, le train, à pied, la voiture, le vélo, tout ce qui est mobilité douce. Parfait, merci beaucoup. Merci pour votre engagement pour l'écologie. Merci à toutes et à tous. Et le programme officiel va démarrer. Je passe la parole à Louis. Et j'invite... Il y a qui avec toi? Il y a Thibaut, Frédéric et Jean. Vous pouvez venir me rejoindre. Où vous voulez. Alors merci à tous d'être venus si nombreux et de si loin.
On va introduire cet événement par une conférence sur l'optimisation du foncier. Je vais introduire un peu l'animation et puis après je laisserai les intervenants se présenter. Pour introduire l'animation, j'ai envie de partir d'une phrase qu'on entend souvent qui est « les tiers-lieux sont les laboratoires de la ville de demain, les laboratoires des territoires de demain ». Ça fera sourire certains urbanistes parce que c'est souvent une formule qu'on reprend à toutes les sauces. Mais voilà, il serait un lieu où on invente la ville, il serait là pour façonner les territoires, parce que quelque part, il serait le support de la plupart des transitions de notre époque, que ce soit écologique, sociale, numérique, citoyenne, etc. Et finalement, ils seront... Nous, on a une intuition à la compagnie, c'est que les tiers-lieux, ils seraient aussi le support de la transition foncière. Et c'est un peu le sujet qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui. Je m'explique, un tiers-lieu ou un lieu a besoin de prendre appui sur un foncier, voire même des fois de s'enraciner sur un foncier, occuper un local, un bâtiment, un terrain, pour faire émerger son projet. Et le foncier est de plus en plus rare, de plus en plus prisé, pas forcément partout de la même manière, on le verra peut-être. C'est pas nouveau, même si ça a tendance à se radicaliser de plus en plus. Et dans tout ça, les tiers-lieux, on a l'impression qu'ils, tant bien que mal, ils sont parvenus à occuper les espaces disponibles pour faire émerger leurs projets. En mutualisant, en mettant en commun, en s'adaptant, en expérimentant de nouveaux usages, etc. Bref, ils ont inventé des modèles d'occupation, des modèles d'optimisation du foncier. Alors, pour décrypter tout ça, et pour donner un peu corps à cette intuition, on a invité 3 intervenants qui sont des professionnels, architectes, urbanistes, foncières, et qui vont non pas vendre leur sauce, mais qui vont plutôt partir de leur expérience professionnelle pour clarifier un petit peu ces enjeux et pour répondre à la question qui est: est-ce que les tiers-lieux participent à la transition foncière, notamment dans l'optique d'optimiser le foncier. Alors, je vais arrêter de parler et je vais laisser la parole aux intervenants pour qu'ils puissent en 2-3 minutes se présenter, dire qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites là, et peut-être une anecdote sur votre lien ou en tout cas votre expérience avec les tiers-lieux. Jean, tu commences ? Merci Louis, bonjour à toutes et tous. Donc Jean Carinti, moi je suis un porteur de lieux. En 2 minutes, présenter notre activité. On a quelques diapos, on peut même mettre la suivante qui est plus parlante. Voilà, donc moi je représente un lieu qui s'appelle l'Hermitage, qui est à la limite de l'Oise et de l'Aisne, qui est donc dans un territoire très très rural. On va voir que la ruralité en matière de foncier dans le cadre du ZAN, c'est un sujet assez sensible, du zéro artificialisation nette. Et donc moi j'interviens ce matin à 3 titres. Donc au titre de ce lieu qui fait 30 hectares, tu peux montrer ce que ça représente. Donc c'est un lieu quand même assez massif dans un territoire rural où ce type de foncier n'est pas forcément pris en charge et peut devenir une friche. Mais également, je suis engagé au sein de l'Hermitage dans un bureau d'études qui s'appelle Impact et Transition et qui accompagne des décideurs, élus locaux, porteurs de projets sur les enjeux fonciers et techniques. On travaille avec des architectes, avec des urbanistes, avec des assembleurs d'opérations foncières. Et on travaille notamment aussi avec des établissements publics fonciers tels que l'établissement public foncier de l'Oise et de l'Aisne, avec lequel on peut collaborer sur l'accompagnement des études d'opération. Et puis également, je consacre du temps à des enjeux d'intérêt général. Je suis administrateur de la compagnie des tiers-lieux et puis je m'occupe d'un projet qui est un projet financé par le programme REACT-EU qui s'appelle Ambition Transition. Et à ce titre, on a travaillé sur les enjeux fonciers dans les territoires ruraux et sur les enjeux du foncier professionnel, du foncier d'activité, du foncier non-profit. Voilà, donc je vais essayer de vous partager avec Frédéric et Thibaut l'expérience qu'on a acquise en 6 ans à l'Hermitage de ce point de vue-là. Et puis une anecdote peut-être pour terminer. Je ne pensais pas, moi je viens de l'administration territoriale, j'étais cadre à la ville de Paris avant de prendre la responsabilité avec l'équipe de l'Hermitage. Je ne pensais pas que le mot emphytéotique pourrait représenter un enjeu majeur dans ma vie et aujourd'hui dans le contact
contact qu'on a avec les décideurs, je découvre que le foncier, c'est probablement la chose la plus importante à maîtriser pour maîtriser l'avenir et les transitions écologiques. Voilà. Merci. Frédéric. Bonjour à tous et à toutes. Merci à la compagnie des Tiers-Lieux pour l'invitation, à toute l'équipe et à Louis. Donc je suis Frédéric Delphane, je suis architecte et urbaniste et je viens ici avec 2 casquettes. Une première qui est une casquette plutôt universitaire parce que je suis maîtresse de conférences à l'école d'architecture et de paysage de Lille. Et une deuxième qui est une casquette de praticienne, c'est-à-dire que j'ai aussi fondé une entreprise qui s'appelle Kantwerk, dans laquelle je travaille sur de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, des études urbaines et je fais aussi des productions de l'ordre de la recherche, donc articles, écriture et expositions autour de la fabrique contemporaine de la ville, c'est-à-dire qu'en gros, avec un regard d'architecte urbaniste, je regarde la façon dont la ville se fabrique et ça m'intéresse, ça me passionne beaucoup d'essayer de comprendre ce qui est en train de se passer dans le monde contemporain, on va dire. Donc mon anecdote, ou en tout cas mon entrée sur les tiers-lieux, c'est le fait que j'ai été commissaire d'une exposition ici au Bazar Cinsault avec le WAO, une exposition donc commandée par le WAO autour des tiers-lieux. Je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais donc c'était une exposition dans laquelle on regardait les tiers-lieux, on essayait de montrer aux visiteurs les tiers-lieux des Hauts-de-France, donc avec une entrée qui était déjà un inventaire, essayer de comprendre quels étaient ces tiers-lieux et qu'est-ce qu'on y faisait exactement, d'essayer de leur donner une forme de matière vivante, et en même temps d'analyser ça sous l'angle du regard de l'architecte, donc quels sont ces espaces, à quoi ils ressemblent, et puis où sont les architectes dans cette histoire, comment ils se positionnent. Voilà. Donc peut-être aussi rajouter que je suis co-responsable d'un master qui s'appelle COMUA, un parcours de master qui est cohabilité entre l'école d'architecture de Lille et de paysage de Lille, pardon, et l'Institut d'urbanisme, d'aménagement et de géographie de Lille, qui s'intéresse aux alternatives urbaines, donc à tous les phénomènes qu'on observe aujourd'hui, urbanisme transitoire, tiers-lieux, aussi toute la question de la transition dans la fabrique de la ville. Voilà, donc la semaine prochaine d'ailleurs, j'en profite. Tu m'as dit que je pouvais profiter pour glisser des infos. On a 4 mini-conférences qui vont se faire ici au WAO, au Bazar Cinsault et à l'école d'architecture sur ces sujets-là. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir COMUA. Voilà. Merci. Thibaut, vas-y. À moi la patate chaude. Bonjour à tout le monde. Donc Thibaut Vulin, je suis géographe urbaniste. Et donc ici, en tout cas sur ces 2 jours, dans le cadre d'une double casquette, en tant que cofondateur d'un atelier d'urbanisme qui s'appelle Explicité, où on accompagne beaucoup les collectivités qui ont du foncier disponible et des espaces vacants disponibles, et où on accompagne aussi de plus en plus d'associations sur leur stratégie d'implantation et leur stratégie immobilière. Et donc du coup, comme ce volet associatif prenait de plus en plus de place, on a cofondé avec d'autres l'association Novo Locaux, qui est une association qui permet à des acteurs associatifs justement de créer une plateforme de ressources, de solutions immobilières, de méthodologies et d'outils. Et on prépare aussi un développement foncier sur un développement de foncière dans le cadre de l'action Novo Locaux. Et donc moi je suis géographe urbain de formation, donc plutôt dans le technique, mais aussi responsable associatif depuis une dizaine d'années maintenant. Et ça m'a permis de comprendre en fin de compte que la vie, l'animation dans les projets urbains qu'on me demandait de mener en tant que technicien, en fin de compte, elle ne vient pas des urbanistes, elle vient des acteurs associatifs, elle vient des rez-de-chaussée, elle vient du petit commerce, et donc notamment des tiers-lieux. Et moi aujourd'hui, voilà, je suis venu témoigner un petit peu de ça avec vous aujourd'hui. C'est le regard de l'urba vis-à-vis des tiers-lieux et en quoi les tiers-lieux sont des solutions aux problèmes que se posent les urbanistes. Merci Thibaut. Ça répond presque déjà à la problématique. Pardon. C'est bien, c'est bien. On a introduit et après on va développer. Je voulais peut-être dans un premier temps que chacun puisse prendre la parole au regard de son expérience et au-delà de, on va dire, son activité professionnelle, de voir comment les enjeux autour de ce foncier et autour de cette transition foncière étaient perçus par l'un et par les uns et les unes et les autres. Et je voulais peut-être démarrer par Jean qui, lui, évolue en Sud-Hauts-de-France et du coup a un regard peut-être un petit peu particulier sur les enjeux fonciers sur ce territoire qui sont évidemment pas les mêmes que ceux des grandes villes et de la métropole lilloise. Donc je peux te laisser introduire cette question des enjeux autour de la transition foncière et puis on reviendra un peu plus tard sur les tiers-lieux comme réponse.
D'accord. Alors effectivement, il y a des grandes métropoles dans le sud-Hauts-de-France. Il y a aussi également des territoires ruraux. Moi, c'est vrai qu'avec avec ce qu'on a vécu à travers l'expérience de l'Ermitage, on est un peu du monde des makers. Donc en fait, on essaie de partager notre savoir-faire et de partager ce qu'on a acquis comme expérience dans une opération comme celle de l'Ermitage. On a vécu un peu le cas d'école, le cas d'usage de ce qu'est un grand foncier qui a eu une longue histoire, une histoire même symbolique forte et qui est en fait désaffecté dans un territoire, dans un petit EPCI, établissement public de coopération intercommunale, communauté de communes, où finalement il n'y avait pas de plan en fait. C'est une friche, en fait, c'est une friche hospitalière, ça peut être une friche industrielle, peu importe. Et dans ces territoires, en fait, c'est une opportunité pour des porteurs de projets qui ont envie de vivre quelque chose de collectif et de le vivre à leur manière. Et en même temps, c'est un sujet parce que vous avez toute une série de licences, comme on dit vraiment au sens latin du terme, à obtenir. Si votre PCI ne vous suit pas sur un projet, c'est pas évident de partir. Et pourtant, paradoxalement, aujourd'hui, c'est peut-être absolument ce qu'il faut envisager. Et c'est pour ça que nous, notamment dans le Sud-Hauts-de-France et dans le territoire dans lequel on travaille, on a noué une relation un peu originale avec notamment l'établissement public foncier de l'Oise. Parce qu'en fait, ce sont des gens qui sont des professionnels ou avec les centres d'architecture, d'urbanisme pour l'environnement, tous ces gens qui sont des pros du foncier. En fait, on leur dit attention. Les élus ont besoin aussi qu'on donne des avenirs à ces fonciers. Ils ne sont pas forcément équipés, outillés, ayant de l'expertise, y compris l'expertise pratique. Et donc, en fait, ce qu'on a vécu avec les partenaires avec lesquels on travaille, c'est des expérimentations pour démontrer, à l'heure du ZAN, je pense qu'on va un peu en parler, de ce mot un peu barbare, zéro artificialisation nette, à l'heure du ZAN, que c'est des opportunités en fait pour assembler des choses qui ne peuvent plus être faites chacun en ce qui les concerne dans des silos. Je pense Thibaut, tu en parleras de la notion de silotage aujourd'hui qui peut être contre-intuitive dans des fonciers complexes à réhabiliter ou pour terminer le propos, on va imaginer du logement, de l'activité artisanale, de l'activité d'artisan qui serait plutôt considérée comme contre-intuitive dans des vieux fonciers agricoles par exemple, des vieilles fermes, de l'activité de restauration, d'hôtellerie, et de l'activité associative et même de l'équipement public. Et c'est le fait de mettre tout ça ensemble dans un foncier à travers une ingénierie spécifique qu'on est en train de développer tous ensemble en fait ici, qui fait que ces opérations sont faisables à l'heure du ZAN mais même opportunes. Et pour terminer le propos, je dirais que nous dans le sud des Hauts-de-France, on a une histoire particulière puisqu'on est un territoire de conflit et on a un grand personnage qui s'appelait le maréchal Foch et qui a dit au moment de son offensive, ma droite recule, mon centre est enfoncé, la situation est excellente, j'attaque. Et c'est un peu ça l'idée, l'état d'esprit des porteurs de tiers-lieux, c'est dire qu'on fonce quoi. Et on trouve des partenaires. Merci Jean. Est-ce que tu voulais évoquer l'exemple du site des Trois Châteaux, qui est assez emblématique justement de ce que tu racontes? Et voilà, je peux peut-être te laisser en dire deux mots, parce que même si c'est émergent, je pense qu'il y avait des choses intéressantes par rapport à ces enjeux. C'est un cas d'usage en fait où vous êtes sur une commune de moins de 10 000 habitants, voire même de 5 000 habitants, dans le territoire extrêmement prisé en termes de foncier de l'ère cantilienne, donc c'est Chantilly-Gouvieux, c'est une commune qui s'appelle Coix-la-Forêt. Et la commune de Coix-la-Forêt, en fait, avait un sujet, c'est qu'un très grand domaine de 33 hectares, qui était toujours actuellement propriété de la ville de Paris, la ville voulait s'en séparer, la ville de Paris. Est-ce que c'est accessible pour une petite commune ? Pas évident en termes d'ingénierie, d'autant plus que là, il y a des enjeux de foncier, de valeur de foncier importants. Et le maire avait eu l'intuition qu'en termes de réserve foncière, et notamment y compris de réserve de biodiversité, et puis en termes de volonté des habitants, c'était un sujet pour sa mandature. Et donc on s'est rapproché à la demande du maire de l'établissement public foncier de l'Oise et de l'Aisne, qui nous a financé une étude. Et aujourd'hui, on est en train d'arriver au terme de l'étude, et il y a une négociation qui appartient à la commune, à l'EPFL et à la ville de Paris, pour arriver à un prix acceptable. Je pense que c'est des opérations sur lesquelles des assembleurs derrière viennent. Et en fait, pour conclure, c'est une opération sans l'approche par les tiers-lieux qui n'aurait pas été pensée du tout de la même façon et qui n'aurait même peut-être pas possible par le maire de la commune. Et la première fois qu'il a entendu le mot tiers-lieu, le maire de Coix-la-Forêt, il m'a dit « ça c'est un truc que j'aime pas, je sais pas mais j'ai pas l'habitude, j'aime pas ». Et c'est un truc de gauchiste. Comment ? C'est un truc de gauchiste. Il pouvait considérer les choses en ces termes, tout à fait. Et donc petit à petit, on a acclimaté à la notion, à l'approche par les tiers-lieux. On a travaillé beaucoup avec le PFL et finalement on aboutit à un engagement des habitants, à un respect quant à la vocation médico-sociale originelle de ce site et à un bon équilibre entre des enjeux de logement. Mais rien n'est encore fait et nous, notre boulot, c'est d'accompagner ça. Tout simplement, donc c'est un cas d'usage. Je ne sais pas, pour conclure, à votre avis, en France, combien il y a de fonciers comme ça à disposition sur le marché
Moi, quand j'ai regardé, j'étais assez halluciné. C'est presque 150 à 200 000 fonciers comme ça qui sont disponibles. Donc c'est un enjeu pour la transition des territoires périurbains et ruraux qui est quand même de premier plan. Merci Jean. Je vais passer la parole à Frédéric qui, avec son regard d'architecte, voit aussi les choses évoluer dans le métier, et notamment sur cette notion de patrimoine, on en a un peu parlé avec Jean, mais qui constitue une richesse pour les citoyens, et on les voit s'impliquer de plus en plus dans les projets de foncier, enfin de requalification de foncier, mais qui est aussi une richesse matérielle, notamment liée à tout ce qu'on entend au travers de l'économie circulaire, etc. Est-ce que tu veux nous dire un mot sur les évolutions que toi tu perçois dans ton métier d'architecte au regard de ces enjeux ? Ouais, je trouve que c'est intéressant le phénomène de foisonnement des tiers-lieux parce que ça interroge les métiers de la ville en général. À mon sens, par rapport à deux raisons, c'est vraiment la rencontre entre la montée en puissance de l'économie sociale et solidaire et les acteurs de la fabrique de la ville. Et donc, forcément, ça amène quoi ? Pour moi, un mode de gouvernance différent, qui est plus basé sur les usagers, les notions de citoyenneté, etc. Et deux, une économie différente. Et c'est ça que je trouve super intéressant. Alors du côté des architectes, parce que moi je peux surtout parler de ça, dans le cadre des projets, c'est vrai que c'est difficile souvent pour les archis de générer des usages. Et en fait, on regarde ces projets de tiers-lieux avec beaucoup d'intérêt, parce que les usages sont de fait, c'est presque ce qui arrive en premier. Et il y a un vrai succès d'usage en général. Et en deuxième point, en fait, ce qui attire aussi notre attention, c'est la façon dont ces usages s'inscrivent dans le lieu. Donc, c'est-à-dire qu'il y a souvent des expérimentations en termes de ce qu'on appelle la programmation active. Alors, c'est un peu du jargon, mais en gros, comment les choses se font au fur et à mesure, alors que dans des processus classiques, en général, on décide de ce qui va se faire et on essaye de le mettre en place. Et ça retourne complètement les logiques de fabrication des lieux, et c'est hyper intéressant. Après, où sont les architectes dans ce phénomène-là ? On avait regardé ça dans le cadre de l'exposition, et au final, ils sont assez peu sollicités. Je vais en reparler dans la deuxième partie du débat, mais par contre, là où ils apparaissent, c'est intéressant. Ils peuvent apparaître, par exemple, comme dans le projet de Baraka à Roubaix, je ne sais pas si vous connaissez, avec Mathieu Marty, qui était l'architecte et qui était aussi membre de la coopérative, qui a finalement joué un rôle à la fois il disait lui-même, de garant du commun, c'est-à-dire qu'il se sentait garant du fait que la parole des usagers et des membres était bien recueillie et qu'il allait bien la transférer dans le projet. Donc il y avait une espèce de rôle qui peut s'apparenter à une forme de projet d'éducation populaire aussi, dans ces valeurs-là, en tant qu'architecte. Et puis on les voit aussi à deux pôles, pour moi, de ce phénomène de foisonnement des terres-lieux. Un, du côté des porteurs de projets, donc on peut parler par exemple ici localement des saprophytes, qui sont surtout des paysagistes, donc des concepteurs, en fait, conceptrices, qui ont monté leur propre lieu à LM, la chaufferie, et donc qui sont porteurs de projets. On pensera aussi à Zerm, donc les architectes sont dans les porteurs de projets. À l'échelle nationale, ça se retrouve aussi surtout dans le mouvement autour de l'urbanisme transitoire, par exemple, avec le collectif Existe, qui était un collectif au début des années 2000, qui était constitué d'architectes et qui a finalement presque articulé les squats, en fait, parisiens, parce que finalement ce mouvement vient aussi du phénomène de squat, des phénomènes plutôt des actions militantes. Et donc Existe était aussi constitué d'architectes, et puis on les retrouve aussi dans le collectif ETC, je ne sais pas si vous connaissez, aussi à l'échelle nationale, qui a beaucoup travaillé sur ces notions de transformation, notamment dans le rural et dans toute la France. Et donc ça, c'est le côté porteur des projets, et de l'autre côté, on les retrouve aussi plutôt, je dirais, sur des projets macro, comme macro à l'inverse de micro, on est d'accord. Rien à voir avec la mafia ou les escrocs. Voilà. Du côté projet à grande échelle,
Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces projets de tiers-lieux, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais de fait, ça devient aussi des commandes qui s'institutionnalisent de plus en plus. Par exemple, ici, le bazar Cinsault a été fait dans un cadre commande très particulier. On pourra en reparler au niveau du foncier, c'est hyper intéressant. Mais il y avait quand même la ville de Lille, la Melle, même chose pour, par exemple, le Palais Rameau, qui est de l'autre côté près de la Citadelle. Et donc, la ville de Lille, par exemple, s'est engagée dans des montages un peu spécifiques. Et donc, là, on est sur un cadre de commande plus classique, avec des architectes comme ici Béal Blancart ou bien Palais Rameau Atelier 980 qui interviennent du coup dans un cadre plutôt, on va dire, plus institutionnalisé. Voilà, donc c'est surtout pour parler de cette façon dont finalement ce mouvement de l'économie sociale et solidaire qui s'incarne par des tiers-lieux bouscule aussi les façons de faire la ville, pour le moment à des endroits en fait assez ponctuels, mais comme ça se développe beaucoup, c'est vrai que c'est intéressant de se poser la question de à quel point ça va vraiment marquer la transformation des métiers à venir. Merci Frédéric. Je pense que Thibaut va pouvoir abonder dans ton sens. Je l'ai entendu souvent parler de la nécessité de reconquérir les micro-fonciers déclassés, hors marché, et que pour ça, il fallait un peu changer de méthode, changer de paradigme, faire émerger des nouveaux acteurs. Je pense que c'est ce que tu voulais nous expliquer. Je mets ton... Tu me mets sur le tremplin, là. C'est parti. Attention, décollage. Juste avant ce petit moment-là, faire le lien avec l'urbanisme. Là, vous avez sur les écrans la définition de l'urbanisme par Wikipédia. C'est assez triste et fade. Mais en fin de compte, je voyais quand même un lien, moi, entre l'urbanisme et les tiers-lieux, entre les acteurs que vous faites. C'est que, au sein d'Explicité, nous, on pense que l'urbanisme, c'est en fin de compte la transcription spatiale de la manière dont on pense notre lien social. C'est une vue en 3D, c'est une vue bâtimentaire, une vue architecturale de la manière dont on pense nos interactions avec nos voisins, nos partenaires, nos clients. Et en fin de compte, un tiers-lieu, c'est une micro-urbanité pour nous. C'est un collectif d'acteurs qui se connaissent avant de créer le lieu, pour la plupart. C'est d'ailleurs le point commun avec l'habitat participatif notamment. C'est quand il y a une communauté qui précède le projet. Et ce point-là est très important. Et être urbain, c'est être poli, c'est être civilisé. C'est créer les règles de la gouvernance et du vivre ensemble. C'est créer les conditions d'un contrat social et d'un projet partagé. Donc c'est tout ce qu'on appelle les communs, je crois, dans le champ de l'ESS. Et en fin de compte, ça pour nous, c'est du mini-projet urbain, c'est du prototype. Et c'est pour ça qu'il m'apparaît qu'en fin de compte, les porteurs de projets qui se sont levés tout à l'heure, du point de vue d'Explicité ou de nouveaux locaux, vous êtes les nouveaux urbanistes. Vous êtes ceux qui, selon nous, avaient une partie de la solution des dysfonctionnements urbains ou des dysfonctionnements un peu même démocratiques ou institutionnels qu'on peut connaître dans les territoires. Et c'est pour ça qu'on utilise beaucoup ce schéma, où nous on pense qu'effectivement la manière de fabriquer la ville, c'est d'abord un travail de collectif, parce qu'il n'y a plus de silos, plus personne n'a la solution commune, puisqu'autrefois chacun achetait un bout de champ, un bout de pâture, et puis faisait son petit projet en étalement urbain, ce qui générait de la bagnole. On va pas repartir dans ces débats-là. En revanche, maintenant, avec le contexte ZAN, on doit tous retravailler ensemble sur des projets multi-usages verticaux, donc désilotés, comme l'a très bien dit Jean. Et donc, dorénavant, les collectivités, elles doivent beaucoup plus faire un travail de coordination et d'ensemblier urbain qu'un travail de vente foncière. Ce qui était autrefois le cas dans le cadre des PLU et des POS, des plans locaux d'urbanisme que vous connaissez, où une collectivité, en fin de compte, si je caricature un petit peu, se contentait de dire, toi, en zonage, le développement économique, tu te mets ici, l'association, tu te mets là, l'habitat, tu te mets là. Dans un contexte de ville productive, de densification des usages et d'intensification de la ville, quand même, à le dire certains concepteurs, on doit tout resserrer. Et du coup, on n'a jamais eu autant besoin des tiers-lieux et d'une manière générale des acteurs de l'ESS. Parce que nous, au-delà du tiers-lieu au sein de nouveaux locaux et d'Explicité, ce qui nous intéresse aussi, c'est toutes les nouvelles manières d'habiter. L'habitat participatif, l'habitat inclusif, l'habitat partagé, l'éco-living, les espaces de café citoyens, les jardins partagés. C'est tous ces nouveaux supports de citoyenneté qui du coup deviennent aussi des supports d'urbanité. Donc je voulais refaire un petit peu ce lien en termes d'échelle en fin de compte pour bien, je pense, partager l'idée avec vous que vous êtes des mini-villes à votre échelle de projet. J'ai un peu répondu à la question. Je peux continuer ? Ouais, vas-y. Comme tu veux. Donc pour vous montrer aussi quelques exemples sur le fait que moi je suis plutôt optimiste
dans le rôle qu'on va tous jouer à moyen terme et à court terme dans la production urbaine. Parce que, en fin de compte, les collectivités sont assez démunies dorénavant sur leurs espaces de micro-foncier bâtis. Et les porteurs de projets de tiers-lieux, on a plutôt, je pense, nous avons une longueur d'avance. Parce qu'on est capable de projeter des usages sociaux sur des lieux qui n'ont plus de valeur ni sociale ni économique, qui ont souvent été abandonnés par les porteurs de projets habituels, les promoteurs, les opérateurs, même les particuliers. Là où les usages projetés par un porteur de projet ESS ou tiers-lieu sont beaucoup plus souples et peuvent se lever dans des contraintes de bâtiments existants, c'est le cas ici, là où un opérateur économique traditionnel ne pourra pas. Quand la ville de Lille a lancé ici son appel à manifestation d'intérêt pour identifier un ou des porteurs de projets, il n'y a eu aucune réponse de promoteur ou de bailleur. C'est très intéressant. Il n'y a eu que des réponses de porteurs de projets atypiques, hors normes, hors des normes, des acteurs proches du milieu associatif ESS. C'est-à-dire que pour un objet atypique, un support de bâtiment un peu bizarre, l'économie traditionnelle ne sait pas apporter de réponse, n'a pas de vision. Et ce point de vue-là, moi, je l'ai trouvé très intéressant. Donc c'est pour vous dire qu'il y a énormément de foncier en fin de compte. En revanche, ce foncier, il est très difficile à mobiliser parce qu'il est pollué, vacant, à démolir, à retraiter. Il y a des problèmes techniques de pollution, de fondation, de prospect avec les riverains, des problèmes fonciers. Néanmoins, là où par exemple on peut être très optimiste, là vous avez la cartographie qui a été faite par Jérémy Offrère qui travaille au sein d'Explicité avec nous, qui a une prise de parole cet après-midi, il sourit, il est tout rouge. C'est la cartographie des statuts fonciers des communes de Lens et de Liévin. Et donc tout ce qui est en couleur sont des propriétés foncières institutionnelles. Et donc on voit en fin de compte que ces deux villes sont largement possédées par des acteurs institutionnels, publics ou parapublics et un peu privés. Mais il y a très peu de propriétés individuelles. Et en fin de compte, tous ces grands comptes-là, et il y a un atelier je crois dans l'après-midi qui parle de ça, sont pour nous des interlocuteurs pour aller négocier du foncier et travailler sur les espaces vacants. Donc c'était juste pour vous faire la démonstration qu'il existe quantité d'outils d'analyse foncière, d'identification des espaces vacants et des friches sur lesquels on va pouvoir travailler dans les années qui viennent et sur lesquels les opérateurs économiques, je le redis traditionnels, ne pourront pas se positionner. Et de ce point de vue-là, les porteurs de projets ont plutôt une longueur d'avance. Est-ce que tu veux conclure sur ton intervention ou tu... Si le temps, j'ai déjà bien Rapidement parlé. sur la méthode, ouais. Là, il y a encore une slide après, voilà, c'est ça. Bon, ça, ce sont quelques éléments de méthodologie qu'on utilise au sein d'Explicité. Je ne vais pas toutes vous les faire. Celle qui vient juste après peut-être m'intéresser. Ce qu'on voulait bien montrer là aussi, où je pense que les porteurs de projets doivent être optimistes, c'est que vous avez une perception dans votre ambition. Vous êtes au début du projet, vous êtes au début du carré du losange. Nous sommes tous, je pense, autour de cette salle, peu ou prou convaincus qu'on est dans un monde qui est en train d'être profondément modifié, avec ce qu'on appelle les grandes transitions écologiques, numériques, économiques, citoyennes, et que c'est notre prisme de départ. En revanche, nous, porteurs de projets, on a encore un peu de mal à mettre en place les outils méthodologiques. Voilà, t'enflamme pas avec ta télécommande. Je parle vite, mais quand même. Je me suis endormi sur le... C'est vrai que c'est une manière de dire qu'il faut que j'arrête. J'en termine là, après c'est fini. Désolé. Non. Ensuite, par contre, nous, notre travail au sein de la compagnie des tiers-lieux, au sein des porteurs de projets, au sein d'Hermitage ou avec Frédéric et des consultants avec lesquels on travaille, c'est effectivement de mettre en place ensuite les outils méthodologiques qui vont rassurer les collectivités sur notre capacité à faire. Et là, c'est un gros chantier, c'est démontrer auprès des porteurs institutionnels qu'on a des solutions, qu'on sait quand, quoi, combien, comment, qu'on a de la méthode et de la lisibilité. Parce que souvent, en fin de compte, c'est malheureux, mais un opérateur traditionnel, un promoteur, il arrive avec son tableur Excel, quand, quoi, combien, voilà. Ce qui est très déshumanisant. Néanmoins, dans un monde institutionnel un peu normé, malheureusement, le monde fonctionne avec ces outils-là. Et donc, il est important qu'on se dote en outils et en méthodologie. Et c'est ce que font la compagnie des tiers-lieux, notamment avec lesquels on travaille, et Marie-Julie ici sur le côté, avec qui on a monté des projets ensemble. Et ensuite, seulement, parler enjeux financiers et réglementaires. Et ce point-là est important parce que nos concurrents promoteurs-bailleurs, si j'ose les dire ainsi, parce qu'ils vont nous concurrencer sur les fonciers, dorénavant aussi, eux, ils vont aborder le projet par l'angle financier et réglementaire, d'abord, avant de parler usage.
Et c'est de ce point de vue-là, c'est sur ce retournement de posture, je pense que là, il faut qu'on soit, nous, très solidaires. C'est d'abord les usagers, d'abord le projet, et ensuite le comment et le combien. Et nous, on tient beaucoup à ce prisme-là. Alors certains vont me traiter de naïf, peut-être, je dirais idéaliste, mais je l'assumerai le cas échéant. Et ce qui permet, in fine, et j'arrêterai là, à créer effectivement un projet sur mesure. Sur mesure pour les gens, sur mesure pour le territoire, sur mesure pour les habitants, sur mesure pour les quartiers. Pas un projet qui est un copier-coller du projet de la commune d'à côté, mais qui en fait ne correspond pas. Et typiquement, c'est ce qu'a mis en place Jean Carinti ou l'Ermitage, où il a fallu tout monter sur mesure parce qu'il fallait écouter le lieu, ses contraintes et ses potentialités. Merci Thibaut. Avant de repasser la parole, je voulais peut-être entendre Jean sur justement la perception un peu du ZAN, donc du zéro artificialisation nette en ruralité. Je t'entendais dire que finalement la dynamique tiers-lieux, ou en tout cas l'opportunité que peuvent représenter les tiers-lieux pour occuper des espaces agricoles ou des grands sites de bâtis anciens, etc., aider les territoires, les élus à penser le ZAN autrement. Et je trouvais intéressante ta réflexion par rapport à ça, et je sais si tu peux nous éclairer un peu sur ce sujet-là. Alors moi déjà je ne suis pas urbaniste mais je bois les paroles de Thibaut parce que c'est un métier absolument fascinant et surtout essentiel au vivre ensemble. Je ne suis pas non plus du métier, donc moi je suis plutôt, je m'occupais de la relation entre la ville de Paris et les ONG, donc je n'étais pas du tout préparé à questionner cette affaire de ZAN, mais en tant que praticien de la reprise d'un foncier rural dans un petit EPCI, j'ai dû me questionner sur l'alignement parce que le document est vraiment excellent. La dernière slide sur la relation entre l'ambition et finalement le sur-mesure, c'est qu'il y a un vrai travail de négo. Et le ZAN là-dedans, vous allez me dire. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de ça, c'est quand on a accueilli des citoyens de la Convention pour le climat, puisque c'est quand même quelque chose qui vient d'eux. On dit que ce serait venu des hauts fonctionnaires, des énarques, du ministère de la Transition qui auraient fait un truc dans leur coin et puis que ça aurait été opportunément une question d'agenda. C'est faux, ça vient des citoyens en assemblée exceptionnelle qui ont porté un regard critique sur le risque d'étalement urbain et qui ont porté une responsabilité que le président de la République a fait passer dans la loi aujourd'hui via les deux chambres. C'est sûr que le Sénat, porté plutôt par des élus conservateurs, voit pas la difficulté posée aux élus locaux de ne plus pouvoir s'étaler de manière très positive. Donc nous, finalement, quel regard on porte sur le ZAN ? Parce que ça peut être une très grande contrainte. Comment les élus locaux le voient ? Il suffit de lire l'article dans Le Monde sur la réaction de Laurent Wauquiez pour comprendre le sujet. C'est que clairement, c'est un anti-moyen de construire ensemble du pavillon, par exemple. Nous, en milieu rural, ça veut dire prenons l'exemple d'un élu d'une commune de 500 habitants. S'il a un PLU, il est obligé de le réviser. Un PLU, c'est un plan local d'urbanisme. S'il y a un plan local d'urbanisme intercommunal, il y a un enjeu au-dessus sur le SCOT, le schéma de cohérence et d'organisation territoriale, et c'est là que le net du zéro artificialisation vient en choc, c'est qu'en fait, vous pouvez perdre vos pavillons. Qu'est-ce que ça veut dire pour un élu local de perdre ses pavillons ou son droit à construire ? C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'école. Il n'y a plus d'école. Donc pour les élus aujourd'hui, à date, ça peut être un ruralicide, comme on dit, avec les éléments de langage plutôt très, très, très optimistes. Et en fait, ça peut être aussi le contraire. C'est pour ça que je citais le maréchal Foch. C'est qu'en fait, ça peut être l'occasion, il y a du bâti existant, vous avez quand même la possibilité en tant que professionnel d'identifier via l'établissement public foncier beaucoup de bâtis existants. Et un exemple, dans une commune de 500 habitants dans le sud de l'Oise, on a une ancienne ferme qui est aujourd'hui occupée par les services techniques qui prennent 15% de l'espace. C'est un bâti absolument fascinant qui date du XIIIe au XIXe siècle. Et là-dessus, on peut faire de la tactique ZAN parce qu'on peut mettre ensemble sous le même foncier plusieurs fonctions complémentaires. Et donc on passe en fait entre les mailles de la loi ZAN, on peut faire du mètre carré, on peut faire du logement, on peut faire de l'artisanat, on peut faire plusieurs choses. Et ça aujourd'hui, comme le disait très bien Thibaut, il n'y a pas beaucoup de gens dans le monde de l'industrie de la construction qui savent faire. Et ça du coup c'est un avantage tactique pour l'ESS. Et notamment, je pense à l'association Surface Plus Utile qui existe et qui réunit urbanistes, architectes autour de ces enjeux. C'est qu'en fait le ZAN, faut retourner le contexte pour en faire quelque chose de très opportun. Et donc, il faut faire du plaidoyer auprès des élus locaux, aller voir les établissements publics fonciers et travailler ensemble. Mais il faut de l'expertise. Et il faut se dépêcher. Parce qu'en fait, c'est 2027 l'échéance. Après 2027, on aura du mal à faire face au fait qu'on ne puisse plus rien faire dans une commune. Donc, il faut que les élus soient très vite accompagnés. Donc, il y a du boulot, entre guillemets. Et moi, je le vois comme ça. Le ZAN, c'est vraiment un moyen de re-questionner tout notre avenir.
Merci. Est-ce que vous voulez réagir à ce qu'on s'est dit pour l'instant, faire une petite prise de hauteur et après on va pouvoir enchaîner? Ouais, par rapport à la question que tu me posais sur le patrimoine, oui. J'avais un petit truc à dire là-dessus. Je t'en prie, c'est le moment. En plus, on a les images de l'expo. En fait, de parler de cette réflexion qui, je pense, qui commence à émerger sur la notion de patrimoine, mais au sens large. Je pars d'un premier état des lieux, c'est quand on a fait cette expo sur les tiers-lieux du coup des Hauts-de-France. Le premier constat dont on part, c'est on part de la façon dont les tiers-lieux s'inscrivent dans le bâti existant. Et on se rend compte, en regardant en tout cas à l'échelle des Hauts-de-France, que, tu peux passer les images au fur et à mesure, qu'en fait il y en a, voilà, donc ça c'est tous les tiers-lieux qu'on avait commencé, on avait regardé le rapport à l'espace public, etc. Mais c'est la slide suivante encore, voilà. On s'est rendu compte qu'il n'y avait que 5% des tiers-lieux qui s'inscrivaient dans du patrimoine immobilier neuf, donc on a pris neuf comme moins de 10 ans. 25% ou 23% qui sont dans du patrimoine ancien remarquable, donc ça va faire partie des patrimoines dont parle Jean, mais aussi voilà, tout ce qui va avoir une valeur historique intéressante. Et ce qui m'intéresse, moi, ce qui me questionne, c'est tout le reste, c'est-à-dire qu'on a plus des 2/3 de ces tiers-lieux que vous portez, qui sont inscrits dans du patrimoine ordinaire, je dirais, donc qui n'a pas de valeur historique particulière, voire parfois qui peut être un peu dégradé, vacant. Et c'est plein de tiers-lieux qu'on ne connaît pas forcément bien, mais en tout cas qui existent. Et c'est assez logique, en fait, quand on se pose la question de pourquoi, c'est assez logique de dire, bah oui, en fait, ces économies tiers-lieux, elles font que forcément on va aller chercher des locaux qui sont moins chers, des locaux un peu atypiques, etc. Donc la logique dans ce sens-là, elle est assez compréhensible, mais pour moi, elle a vraiment une valeur vraiment atypique et intéressante, presque démonstratrice de quelque chose qui va plus loin, en fait, du point de vue des acteurs publics. Donc là, je retourne le regard en regardant ça du point de vue des acteurs publics. Alors malheureusement, j'ai vu qu'il n'y en avait pas beaucoup dans la salle, mais je trouve ça intéressant de se poser cette question-là, parce que d'un côté, même chose, on part de deux trucs. D'un côté, on a un mouvement, le ZAN, donc on en parle beaucoup, on verra si c'est aussi radical que ça l'annonce, mais on est dans une forme de contraction des possibles, c'est-à-dire qu'on ne peut plus beaucoup construire en extension de la ville, donc on doit se concentrer sur ce qu'on a, et du coup, de fait, mécaniquement, il y a une forme de changement de valeur de l'existant. Et quand je dis existant, c'est tout ce qui nous entoure, donc tout le bâti qui nous entoure, le foncier qui nous entoure, tout ce qui est déjà urbanisé, quoi. Et d'ailleurs, les acteurs publics commencent à changer de regard là-dessus parce que c'est historique. Hein, il y a eu beaucoup pour ceux qui connaissent la ville renouvelée, on se pose la question de comment on travaille sur l'existant depuis longtemps. Mais je pense que là, on passe un cap. L'un des exemples, et je vois l'agence d'urbanisme là-bas avec Jérémy, Sylvie, Juliane, qui ont travaillé sur ces études. En fait, l'agence d'urbanisme de Lille Métropole a travaillé sur le foncier vacant, comme le disait tout à l'heure Thibaut. Donc, produit des études là-dessus. Et donc, on s'intéresse de plus en plus à ça. Voilà, donc ça, c'est d'un côté, l'un des premiers constats du côté acteur public. La deuxième dynamique, même chose, j'imagine que parmi vous, il y a des gens qui s'intéressent au réemploi. On en parle beaucoup. Et en fait, de fait, ces initiatives autour du réemploi, là je parle vraiment de la matière, presque plus avec une casquette architecte. Voilà, la matière, les briques, les matériaux de construction. On s'intéresse beaucoup au réemploi qui commence à devenir quelque chose qui s'introduit dans les façons de faire. Je ne sais pas si vous connaissez la META, le GIE du côté du renouvellement urbain, la rénovation urbaine, qui s'intéresse à ces questions-là. Donc ça, c'est un mouvement qui s'institutionnalise de plus en plus. Et de l'autre côté, on a aussi, par exemple, on peut parler du programme POPSU, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un programme de recherche dans lequel s'inscrit la métropole de Lille, qui s'intéressait à ce qu'on appelle le métabolisme urbain. Donc c'est un peu un gros mot, mais en gros, ça veut dire on commence à regarder la ville comme un organisme et on regarde ce qui rentre et ce qui ressort, donc les déchets, l'alimentaire, l'eau, etc. Et on commence à avoir des regards sur la ville qui sont beaucoup plus ancrés sur la notion de matière. Et ce que voilà, avec un regard, moi qui est le mien, qui est un regard écologiste, je me dis, clairement, si on est réaliste, en fait, on a la conscience de ce monde fini qui dépasse la question du foncier et qui va presque là, qui se décale un peu vers la notion de matière et donc de patrimoine construit.
Et je trouve ça hyper intéressant de voir que si on s'achemine vers cette vision-là, ce regard-là de notre territoire collectif commun, on commence à le voir comme un patrimoine commun, comme une forme de structure, une donnée de base. Clairement, notre patrimoine commun, là, notre tissu urbain, c'est pas du tout le même que celui de Bruxelles, que celui de Nantes. Il n'est pas du tout structuré de la même façon parce que c'est des couches historiques qui se sont enchaînées. Par exemple, ici, dans notre territoire, on a la maison de ville qui est un bâti très particulier, cette petite maison en briques des années 30, etc., qui offre des particularités de développement qu'on n'aurait pas ailleurs. Bon, là, ça ne concerne pas trop les tiers-lieux. Mais par exemple, un autre exemple très concret, c'est le bâti artisanal qui a beaucoup disparu, par exemple, dans le centre de Lille. Il y avait beaucoup de petits bâtis artisanaux dans les cœurs d'îlots. Et on a un exemple ici avec Florent Dutrieux de Volume Ouvert. Donc c'est un volume ouvert, c'est un tiers-lieu. Voilà, la photo, je me suis permise de prendre une photo sur Internet. Pour vous montrer le lieu, en fait, on est donc sur un bâti structure métallique, mur en briques avec des sheds. Et en fait, c'est un bâti qui aurait pu disparaître, qui aurait pu être démoli. Il y en a plein qui ont été démolis du fait d'appétit foncier dans la ville ces dernières années. Et il est resté debout. Et en fait, un tiers-lieu l'a investi. Tout ça pour dire que les tiers-lieux, de mon point de vue, c'est aussi une espèce de preuve de fait, preuve empirique, du fait qu'on peut en fait réinvestir toute cette partie du patrimoine assez peu qualifiée, assez ordinaire, qu'on ne remarque plus, que les élus peut-être ne voient même plus, mais qui ont une certaine valeur. Et donc, de fait, en leur redonnant des usages, on leur redonne de la valeur, et ça amène à plein de questions sur comment on peut faire la ville autrement. Peut-être, est-ce que ce ne serait pas déjà une forme de façon de faire la ville un peu décroissante ? Est-ce que ça questionne la notion de propriété aussi ? Voilà, ça ouvre un peu le champ des possibles. J'ai été un peu longue, mais merci. C'était un peu complexe à expliquer. On me fait signe qu'il nous reste 10 minutes pour poursuivre et pour conclure. Moi, je voulais juste reprendre ce que tu disais sur justement ce chiffre, 3/4 des tiers-lieux occupent des bâtis ordinaires, voire obsolètes, et on réussit à leur redonner une valeur d'usage en donnant un sens à cette occupation. Et je reprends les paroles de Thibaut tout à l'heure, parce qu'ils ont cette capacité de pouvoir s'adapter et se lever dans des bâtis qui ne sont pas forcément destinés à une fonction particulière. Du coup, il nous reste 10 minutes. J'aimerais bien qu'on puisse avoir le temps d'ouvrir un peu sur des perspectives. Mais avant, je pense que Thibaut, tu voulais nous parler un petit peu de cette question de sur-mesure. Ouais. Oui, donc à ce moment-là, on peut passer ça assez vite, ça aussi. Voilà, ça c'est juste une petite slide qu'on présente avec François quand on explique Novos Locaux. Donc Novos Locaux a plutôt ambition de travailler sur les enjeux d'habitat, habitat inclusif notamment, habitat partagé. Et on a, de manière un petit peu simpliste, commencé d'inventorier tous les espaces vacants, les espaces disponibles. Il faut savoir que par exemple sur la métropole européenne de Lille, et d'après l'agence d'urbanisme qui a fait un gros travail sur les fonciers vacants, les espaces disponibles, il y a plus d'espaces disponibles sur la MEL en 2019 qu'en 89. C'est-à-dire que la ville continue de s'agrandir, elle continue de laisser derrière elle des déchets urbains du point de vue urbanistique, dont on a quelques exemples là juste à côté. Et donc ça, c'est autant de lieux capables et donc d'espaces possibles, comme le dit très bien Frédéric. Et donc nous, de manière un petit peu simpliste, on s'est amusé un peu à catégoriser les espaces vacants, les espaces atypiques qu'on va beaucoup retrouver dans nos territoires Hauts-de-France, qui sont plutôt effectivement en déprise économique, voire en déclin démographique. Et donc à des lieux, à des biens atypiques que l'économie traditionnelle ne peut pas saisir, effectivement, tu peux... Suite, un petit coup à droite, moi j'ai pas la télécommande. On peut du coup repenser des nouveaux usages dans chacun de ces lieux. Et parmi effectivement tout ce travail-là, on va avoir les tiers-lieux en transversalité de travailler, échanger, innover, voire habiter, puisque quand on bosse sur de l'habitat inclusif ou de l'habitat participatif, on peut transformer les étages en logements d'habitat et du coup s'extraire de la réglementation ERP notamment. Donc, ce qui, sous certaines conditions, là aussi, c'est pas bon pour tous les publics, il y a des enjeux d'accessibilité qu'il faut considérer. Mais quand on pense des opérations mixtes, et je reviens sur ma question d'urbanité, on peut redonner une valeur sociale et donc d'usage à tout l'ensemble immobilier
et donc une valeur économique, puisque aussi le principe défendu, je pense, par l'ESS, c'est l'hybridation des financements. Et donc je peux en terminer moi avec la slide qui est après, si tu veux bien, et puis on passera. C'est ce qu'on appelle nous la matrice du projet au sein de nos nouveaux locaux. Elle marche pour l'habitat inclusif, mais elle marche aussi en fait pour les tiers-lieux. Bon, la plupart, il y a certaines personnes dans la salle qui ont déjà vu cette slide 20 fois, je pense, j'ai un peu honte maintenant. Donc les porteurs de projets, nous, acteurs de l'ESS, présents dans la salle, on travaille en étroite collaboration avec les politiques publiques, les EPCI qui étaient situés tout à l'heure par Jean, le département, l'ARS, quand on est dans le champ du médico-social. La deuxième cartographie des acteurs avec lesquels on doit travailler intelligemment, c'est les acteurs du foncier et de l'immobilier. Le foncier public, c'est le PFLO, l'établissement public foncier, mais aussi les sociétés d'économie mixte. Là, je rentre un petit peu dans le jargon, qui sont des gros aménageurs parapublics qu'on trouve dans les agglomérations. Ça peut être aussi VNF, Voies navigables de France, les hôpitaux, l'évêché, tous ces grands propriétaires institutionnels de foncier et d'immobilier, qui sont par ailleurs de très très mauvais gestionnaires immobiliers bien souvent. Donc c'est des gens avec qui on peut travailler. Et puis les autres acteurs, effectivement, les promoteurs privés, bailleurs, opérateurs. Ceux-ci travaillent très bien avec les banques, bien sûr. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fin de compte, quoi qu'on en dise, ou quoi qu'on dise notamment certains opérateurs immobiliers, il y a assez peu de croisement entre les tenants de l'ESS et de l'innovation sociale en haut du cercle et les tenants de l'Institut de l'économie institutionnelle et de l'économie normée en bas du cercle. Et donc nous, je pense que tout le travail d'un porteur de projet tiers-lieu, que ce soit habitat inclusif ou emploi ou économie créative, c'est de venir se mettre au milieu de ce cercle et de venir créer les conditions de la coopération systémique entre tous les acteurs sur les territoires. Nous sommes, je pense, de puissants catalyseurs de projets territoriaux et tous ceux qui ont pu d'ores et déjà livrer leur tiers-lieu doivent le sentir. Ils ont des employeurs, des employés, des citoyens, des retraités, des jeunes qui fréquentent les murs. L'Ermitage en est aussi un très bon exemple, ou effectivement le projet de Florent que tu citais tout à l'heure, qui travaille sur l'économie de la reconstruction et du recyclage foncier et du recyclage des matériaux. Et c'est cette question de la centralité et du silo contre lequel, je pense, nos partenaires qui parfois peuvent douter un peu de notre projet n'ont en vérité aucun argument contre. Si on est bien en désilotage, si on est bien en transversalité, je pense qu'on sera toujours dans le vrai. Et c'est le principe même, je pense, de l'ESS. Merci Thibaut. Pour peut-être conclure, et avant, si on a le temps de prendre 3-4 questions, j'ai l'impression qu'on a réussi, ou en tout cas on a des pistes pour prouver que la dynamique tiers-lieu et les tiers-lieux pourraient apporter une réponse à ces questions de la transition foncière. Est-ce que peut-être en une phrase ou un mantra, vous pourriez nous donner un défi ou une perspective justement pour les tiers-lieux ou pour le réseau des tiers-lieux qui nous rassemble ici par rapport à ces questions et par rapport à cette question d'optimisation du foncier? Qui a une idée? Moi, je trouve que la dernière diapo, qui est le travail de développement de l'agence de Thibaut et de l'association aussi, est quand même extrêmement intéressant parce que les 3 dernières diapos sont vraiment remarquables sur la méthodologie. Notre challenge, en fait, c'est de réussir à faire équipe. Comment ? Je peux te les vendre. Le challenge, c'est vraiment de monter en masse critique, pour employer un mot un peu barbare. Aujourd'hui, les élus ne nous connaissent pas forcément, ils ne connaissent pas ces méthodos, notamment les élus des petites communes. Les EPF commencent à nous connaître, on commence à travailler ensemble, on commence à apporter en fait cette brique, cette clé de voûte qui manque et qui permet que des opérations se fassent, en fait, de passer à l'échelle. En fait, je crois qu'on veut essaimer, il faut se dépêcher parce qu'effectivement, il y a du bâti. Il y a d'énormes besoins. Peut-être un dernier clin d'œil, quand tu parlais, Frédéric, de la place en fait, des tiers-lieux dans l'innovation, notamment sur le fait que ce soit des lieux assez exemplaires. On a une plateforme qui s'appelle Commune Mesure qui fait l'analyse de l'impact. En fait l'ADEME va pas chercher les tiers-lieux juste pour le plaisir, hein, vu la masse critique de boulot qu'ils ont. C'est qu'en fait, c'est là que se fait la fabrique de la ville, de la campagne aussi de demain. Donc en fait, notre défi, là, à l'issue de moments comme ça, c'est d'en faire d'autres, et puis de faire équipe, et d'être le plus présent possible au premier kilomètre. Parce qu'il y a, rien que dans l'Oise, 600 communes. Il y a 600 potentiels.
Donc il y a du boulot et l'État seul, le marché privé des promoteurs, c'est over aujourd'hui, ils ne savent même pas faire, ils ne viennent pas, tu l'as dit. Donc voilà. Donc le défi, c'est de faire équipe et la compagnie est un espace dans lequel on peut faire équipe pour passer à la vitesse supérieure. Merci. Frédéric ? Ouais, moi j'ai envie de vous dire que ce qui m'intéresse dans la façon dont vous vous positionnez en tant que porteur de tiers-lieux, ce que je trouve admirable, c'est la façon dont vous investissez des lieux de façon consciente. Et je fais le lien avec ce que je disais tout à l'heure sur l'économie sociale et solidaire. Je pense que c'est intéressant, c'est une idée comme ça, mais c'est en lien avec Surface Plus Utile dont parlent les gens. C'est intéressant de penser lobbying auprès des élus sous cet angle-là, quelle place on donne dans la ville à l'économie et dans les territoires ruraux ou territoires périurbains, à l'économie sociale et solidaire. Et si on veut que cette économie, donc, qui pour moi est plus consciente des enjeux aujourd'hui qu'on partage, des enjeux notamment en termes d'écologie et des enjeux sociaux, si la place qu'on lui donne, si on veut lui donner une place, en fait, il faut s'engager, il faut faire des efforts, il faut subventionner, etc. Donc voilà, c'était mon mot, de penser un peu à la place de l'économie, de quels espaces on réserve dans nos villes et dans nos villages à l'économie sociale et solidaire. Je trouve que c'est un angle qui est intéressant. Donc un effort de sensibilisation, voire de lobbying auprès des... Oui, j'y vais carrément sur le terme lobbying, qui peut être hyper critiquable, okay. Mais je pense qu'il faut contre-lobbyer. Je sais pas comment dire. On dit plaidoyer en ESS. On dit plaidoyer en ESS. Oui, il faut plaidoyer. De toutes petites choses, les problèmes des uns sont les solutions des autres. C'est-à-dire que le problème des collectivités qui ont un problème de mobilisation foncière, vous avez les solutions d'occupation et de montage. Et à l'inversement, votre problème, c'est l'accès au foncier. Eux, ils ont les solutions, en théorie, s'ils font bien leur taf côté collectivité. Et ça, c'est pas acquis parce que c'est à la collectivité de préparer la maîtrise foncière pour pouvoir ensuite alimenter les porteurs de projets. Et la deuxième chose, c'est de remercier la compagnie Tiers-Lieux pour m'avoir offert cette tribune. Donc merci pour l'accueil parce que je ne l'avais pas fait au début. Donc, merci. Merci à vous pour votre intervention. On a peut-être... Combien de temps il nous reste ? Je regarde... On sera en avance ? 2 minutes. On peut prendre peut-être une question ou 2 questions. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent intervenir. Alors, je vais aller au plus proche. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour vos interventions. C'était très riche. Pas vraiment une question, mais peut-être un complément. Moi, je représente une société de services immobiliers, donc je travaille avec les méchants promoteurs. Et je voulais juste compléter sur tout ce que vous avez dit. Il y en a des biens. Non, je plaisante, évidemment. Mais sur le fait que le tiers-lieu rend aussi service dans le domaine privé. Et qu'aujourd'hui, le promoteur ou l'aménageur, etc., ne sait pas forcément bien faire ces sujets-là. Et en tout cas, moi qui travaille vraiment dans ce milieu-là, on est en recherche aussi de tiers-lieux pour animer nos projets, parce qu'on a besoin de leur donner vie sur des grands projets urbains. Et donc, voilà, pensez-y, il y a à la fois les collectivités, mais à la fois aussi les privés. Ce que vous soulevez, là, me paraît très pertinent. Ce n'est pas un groupe d'acteurs que je vais désigner responsable de la situation, ce n'est pas les méchants promoteurs et les gentilles associations. Hein. Il y a des connards des deux côtés. En revanche, c'est le système de la fabrique de la ville, le système s'épuise. Et à vouloir responsabiliser un groupe d'acteurs, on ne parviendra pas à trouver les solutions. Et donc, effectivement, quand les opérateurs privés s'intéressent au tiers-lieu, il faut s'en réjouir. Tout à fait. Mais c'est vraiment ça rejoint vraiment tout ce que vous avez dit. Et on est dans la même attente, en fait, de donner la voix au territoire. Donc, peut-être pour vous faire un clin d'œil, les promoteurs sont aussi des gens qui peuvent sponsoriser l'avenir. Pensez à financer les associations comme la Compagnie des Tiers-Lieux. Vous avez des lignes pour ça. Parce qu'en fait, tout ça, c'est du travail collectif. Alors moi, tout ça, c'est du savoir-faire collectif. Je ne suis pas promoteur. Je travaille pour nous de Service France. Donc, on est une agence de services immobiliers. Donc, on travaille pour le compte des promoteurs. Mais on peut leur souffler à l'oreille. Non, ça peut être pas mal d'avoir un budget pour ça. Merci. On aura une table ronde après sur ce sujet-là. Une dernière question, on a le temps ? Allez. Merci Louis. Bonjour Noémie du Germois. Je regarde Jean, je m'adresse à toi. Petite ouverture sur le foncier agricole. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet par rapport au rôle des tiers-lieux qui peuvent réinvestir justement aussi ce grand thème qui est la production de notre alimentation ?
Merci Noémie, parce qu'en fait je m'étais dit qu'on avait oublié l'agricole. En fait, dans les opérations qu'on mène, il y a souvent de la disponibilité foncière pour faire des espaces tests agricoles comme le Germoire. On peut même installer des maraîchers. Nous, dans les Trois Châteaux, on a un porteur de projet. Franchement, il a du génie pur sur la propreté de l'eau dans le cadre d'un système permacole. C'est de l'aquaponie. On a priori, en accord avec le partenaire, pensé lui réserver un espace. En fait, il faut mettre de l'alimentaire. Il faut mettre de l'alimentaire dans les projets, il faut mettre de la production au premier kilomètre, donc du champ à l'assiette, comme on dit. Et nous, à l'Ermitage, on a une ferme d'1,8 hectare qu'on a promue. Sincèrement, sans cette micro-ferme, notre histoire ne serait pas la même. La relation des habitants au lieu ne serait pas la même. Et en fait, oui, l'agriculture, on doit y mettre un pied. Et les tiers-lieux agricoles, ce qu'on appelle les tiers-lieux nourriciers, sont de redoutables espaces de commun. Nous, la Fondation de France, nous finance dans le cadre d'un projet de commun alimentaire de proximité sur du champ à l'assiette. Très bonne remarque. L'alimentaire est essentiel. La forêt aussi. Soyez des gestionnaires forestiers en tant que porteurs de tiers-lieux, parce que les espaces forestiers sont aussi des espaces dans lesquels on a besoin de voir les choses différemment. Aujourd'hui, de gérer différemment. Nous, dans le sud des Hauts-de-France, on a pas mal de forêts. Et en fait, on fait ce qu'on appelle des communs forestiers d'usage avec l'approche par les tiers-lieux. Tout ça est essentiel, parce que la biodiversité, sans elle, on n'est plus rien. Merci pour avoir rappelé ce point qui était très très important. C'est terminé. Désolé d'avoir généré des frustrations sur les questions-réponses. C'est vrai que les autres animations seront beaucoup plus propices à l'échange. En tout cas, merci à vous pour votre écoute. Je vous laisse faire une pause et on reprend ici ou ailleurs, en fonction des regards croisés sur lesquels vous êtes inscrits, à 11h40 pour la suite. Merci.